Audio Jungle. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission Territoire d'innovation, avec une thématique particulière ce soir, innovation moteur de croissance, les modèles et les financements. Et pour traiter de cette thématique, un tour de table de qualité ce soir. À ma droite, Marie Scopette, avocate au barreau de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Harry Osier-Lafontaine, directeur de recherche à l'INRAE Antilles-Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Yasmine Anslad, directrice commerciale de la start-up SMO Solar Process. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Pierre Sainte-Luce, directeur général du groupe PWEL. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Constat avant de démarrer, la Guadeloupe est un territoire en transition énergétique et écologique, sociale, sociétale et numérique. Et l'innovation autour de ces grandes transitions suscite trois axes de croissance. On parle de croissance bleue, on parle de croissance verte, et surtout on parle de croissance inclusive et résiliente. La démarche qui sera la nôtre ce soir sera de réfléchir sur ces modes de croissance et surtout avec des projets extrêmement concrets, voir quels sont les modèles qui peuvent être appliqués au territoire, mais surtout les financements. Tout simplement, premier tour de table avec la question qui est la nôtre. Innovation moteur de croissance. Quels sont les modèles et quels sont les financements? Je commencerai par Maryse. Alors, réponse. Merci. Alors, innovation, moteur de croissance, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Au moment où nous sommes dans une période post-Covid et la Commission européenne a décidé de mettre en action le pacte vert qui a pour objectif de faire de l'Europe une entité plus intelligente, plus durable et avec une volonté très forte, c'est qu'on puisse être en autonomie alimentaire, puisque le Covid nous a montré à quel point nous étions limités dans nos développements et nos dépendances. C'est ce qui est particulièrement fort pour nos îles. Et puis ce besoin d'autonomie énergétique, comme le montre aujourd'hui la crise en Ukraine. Donc le pacte vert, donc ce qu'on appelle le Green Pact, est vraiment la grande stratégie de développement de nos territoires. Et au moment où je vous parle, il y a eu en ce moment, donc il y a eu la signature entre la France et la Commission européenne, donc l'accord de partenariat qui va définir les priorités. Et pour redescendre donc à la Guadeloupe, on aura des objectifs stratégiques donc sur les objectifs que vous avez fixés de développement territorial, d'innovation. Et je pense que le véritable challenge, c'est de pouvoir se les approprier parce que je dirais que les milliards sont là. Ce n'est jamais l'argent le problème. C'est plutôt la capacité technique, la capacité administrative de mobiliser ces financements. La question n'est pas une argent à Bruxelles. La question d'argent n'est pas un problème, je dirais, à Bruxelles. C'est plutôt comment nous allons nous approprier ces grandes ambitions d'autonomie alimentaire. Donc, on a développé la stratégie de la ferme à la table. Donc, de pouvoir vraiment avoir des revenus plus importants pour les petits agriculteurs. Et ça, c'est vraiment pour nos territoires qui sont très dépendants. Ça va être un travail très important à développer. Merci pour ce propos liminaire. Harry, quelle serait ta réponse? Je vais faire écho à ce que disait Marie Scopette, qui a très bien introduit le sujet. Bon, rappeler simplement qu'on vit une crise qui est une crise majeure, la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'elle cumule en fait trois crises. Une crise sanitaire, d'accord, une crise climatique, et puis aussi une crise géopolitique avec le conflit ukrainien qui est en cours. Donc l'innovation pour nous, ça va être effectivement quelque chose de très très important à considérer, et je pense même qu'il faut aller un petit peu au-delà. Comme le disait Marc Gigé, qui est un grand spécialiste de l'innovation en France et en Europe, il est temps de passer de l'innovation au progrès, parce que ce que la société civile, la société attend, c'est pas simplement de l'innovation, mais effectivement des mesures, des choses qui leur permettent de se sentir mieux, plus en sécurité. Donc pour nous à INRAE, les priorités sont bien sûr autour de l'alimentation et bien sûr de l'énergie, donc surtout qu'on a toutes les ressources pour le faire. Mais
dans un prisme, dans une démarche vertueuse, que je pourrais qualifier de vertueuse. Voilà, sortir d'une économie qui a été extractiviste pour passer à une économie régénératrice. C'est vraiment dans ce cadre-là que nous opérons. Et puis donc, il faut le citer, c'est-à-dire que nous opérons maintenant, enfin depuis très longtemps, dans un bassin qui est celui de la Caraïbe. Et donc, si j'ai un souhait à faire, c'est qu'effectivement la Guadeloupe puisse se connecter encore plus à ce bassin et puis échanger donc à la fois des connaissances, mais aussi de la matière et de la monnaie. Voilà. Merci Harry. Yasmine, même question. Alors, innovation et croissance, pour nous, c'est un peu dans l'ADN de notre projet, puisque SMO Solar Process, c'est une technologie innovante et qui a été développée par un scientifique guadeloupéen. Et je dis ça parce que c'était un projet autour des contraintes qu'on peut avoir dans des territoires comme les nôtres, l'autonomie énergétique, la sécurité alimentaire, la création d'emplois, l'utilisation des ressources locales. Donc, tout ce qui était autour de la conception de ce projet était fait pour que ça serve de point de départ de développement local via ce projet, autour de ce projet. Donc pour nous, les deux sont liés. Maintenant, moteur de croissance, levier de financement, dans les sujets qu'on a pu rencontrer dans cette aventure, c'est voilà, quand on a un projet avec une dimension qui est ambitieuse, qui dépasse les frontières de la Guadeloupe, est-ce qu'on peut trouver localement les appuis, les ressources, les moyens d'initier ce projet de développement à la hauteur de ce qu'on pourrait en espérer. En tout cas, c'est ce à quoi on travaille au sein de tout un écosystème. Mais pour nous, voilà, on est tout à fait convaincus de la capacité de l'innovation à apporter une pérennité, une diversité d'emplois et de perspectives pour le territoire. Merci Yasmine pour ce propos liminaire. Pierre, quelle serait ta réponse? Ma spécialité, c'est la santé, comme tu sais, la santé et le médico-social. Donc évidemment, la crise sanitaire est passée par là et nous avons dû nous adapter. Nous sommes encore en train de nous adapter à ces difficultés. Nous avions précédemment déjà proposé de faire du développement économique sur notamment des espaces qui ne sont pas pour l'instant pourvus en centre de santé moderne, notamment à Saint-Martin. Et pour cela, il faut évidemment, vous l'avez évoqué, des financements particuliers. Les financements sur Saint-Martin, ce sont des financements bancaires, mais beaucoup d'autofinancement, comme vous le pouvez l'imaginer, et des accompagnements avec l'Europe ou d'autres structures comme l'AFD ou la BPI. Cependant, en Guadeloupe, comme ailleurs, il y a une difficulté pour avoir des professionnels de la santé. Il y a aussi le problème du vieillissement de la population. Donc sur ces deux thèmes, nous aurons à l'évoquer tout à l'heure, il y a de l'innovation et des modes de pensée différents qu'il faut mettre en place. Merci pour ce premier tour de table, pour un petit peu cadrer les thématiques de chacun, mais surtout les champs d'intervention qui seront les nôtres ce soir. On n'est pas l'après-midi. Et je reviendrai vers Harry pour qu'il nous parle un petit peu de son projet Cambionnette. Quel est-il, à quoi il sert et dans quelle mesure c'est une innovation pour notre territoire? Oui, le projet Cambionnette, ça signifie donc Caribbean and Amazonian Bioeconomic Network. Donc il y a le mot-clé bioéconomie qui est très important dans ce projet. Donc dans bioéconomie, en fait, on positionne 3 rouages. C'est produire propre, donc une agriculture exempte de pesticides et donc d'usages qui peuvent agir sur l'environnement et la santé humaine. Deuxième rouage qui est celui de la transformation, donc à partir de la chimie du vivant, mais pour à la fois fournir des produits alimentaires, mais aussi des produits non alimentaires comme des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, médicinaux, de l'énergie, des matériaux. Un troisième rouage très important que l'on aborde plutôt à l'échelle des territoires, c'est celui de l'économie circulaire, des économies circulaires qu'il faut donc justement développer. Plus de déchets, mais des ressources qui s'enchaînent et qui est dans des cycles de valorisation. Donc c'est ça le projet Cambionnette au départ. Et pour lancer
une idée comme celle-là, il faut la lancer sur un espace suffisamment conséquent. Donc ce projet Cambionette rassemble 10 pays de la Caraïbe, donc 3 pays des Grandes Antilles, Cuba, Haïti, République dominicaine, des pays des Petites Antilles avec le bloc OECS dont nous faisons partie, et bien sûr la Guadeloupe et la Martinique, Trinidad et Tobago, et puis donc le plateau des Guyanes. Donc ce projet, il est centré sur ce qu'on appelle l'agriculture de petite échelle biodiverse, et c'est quelque chose de très important, parce que c'est l'agriculture qui est la plus représentée dans nos régions, entre 75 et 95%, mais celle qui a été malheureusement la plus marginalisée, elle était un peu à l'écart des circuits de financement, des circuits de la recherche et autres. Et donc c'est cette biodiversité qu'elle recèle qui fait tout son intérêt, parce que si on veut répondre aux défis de la transition agroécologique, il faut de la biodiversité pour aller chercher des processus écologiques et les mettre au service de l'agriculture. Si on fait de l'adaptation au changement climatique, eh bien, on aura besoin d'avoir plusieurs ateliers pour répartir les risques et les limiter. Et un projet comme cela, est-ce qu'il participe à l'autonomie alimentaire? Les enjeux auxquels on répond sont les suivants. C'est la souveraineté alimentaire, donc aller vers une plus grande autonomie alimentaire grâce à une meilleure valorisation de nos bioressources. Répondre aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Si on parle de façon pragmatique, on est sur quel calendrier, si on peut dire ça comme ça? Quel calendrier? C'est un calendrier assez serré puisque le projet a démarré en 2021. Donc c'est un projet qui est financé par le programme Interreg 5. Voilà. Et donc il se termine en 2023 et nous sommes en train à l'heure actuelle de préparer une seconde phase pour ce projet. Donc on est dans une phase où on met en place en fait le socle. On travaille sur ce qu'on appelle la preuve de concept. Et dans la deuxième phase, on va passer à des échelles de développement, d'expansion beaucoup plus conséquentes. Tu disais, Maryse, tout à l'heure qu'il y avait une tendance similaire au niveau de la Commission européenne sur ça. C'est quoi, précisément? Alors en fait, la Commission européenne s'est penchée sur le développement des territoires insulaires. Donc, elle a développé vraiment des projets spécifiques pour toutes les îles de l'Union, avec par exemple sur Marie-Galante, le projet Insulae, et qui doit être dupliqué sur les autres territoires. Quel est l'objectif de la Commission? C'est de considérer qu'on doit développer les énergies renouvelables, donc c'est l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, le développement du numérique. C'est un projet qui a été très freiné en Guadeloupe, malheureusement, qui a fait débat il y a un certain temps, parce que la problématique de toutes ces grandes théories d'autonomie alimentaire et d'autonomie énergétique, c'est que quand on se confronte à la réalité, et c'est vrai dans tous les États membres, c'est que les acteurs économiques qui sont sur place n'ont pas envie de changement, parce que c'est là qu'est aussi cette problématique, c'est qu'on peut avoir de très belles théories sur tous ces grands sujets. Quand on downsize, quand on revient à notre réalité terrain, quel est le niveau de vie de nos agriculteurs, de nos petits agriculteurs, de la protection de la biodiversité? Le problème, il est réel. Donc, la Commission européenne m'a accompagnée sur un projet qui s'appelle notamment Acorn, donc qui vise l'autonomie alimentaire. Et là, on est accompagné par 8 collectivités du Portugal, par le Danemark, par la République tchèque. Donc, c'est un projet sur 3 ans et on travaille directement avec la Commission. On est subventionné directement par Bruxelles et c'est Bruxelles qui paie les États membres pour accompagner les petits agriculteurs de la Guadeloupe à atteindre ce pacte vert et de démontrer que cette stratégie de la ferme à la table est une réalité. On est sur quel calendrier, ça? On est dans un calendrier actuel. On a reçu donc vous allez voir un film bientôt. Oui, j'ai vu les photos sur Facebook. Voilà. Donc les Danois, les Portugais sont venus. Les Portugais sont venus auditionner les agriculteurs guadeloupéens. Donc puisque j'ai créé une association qui s'appelle le MOM, Mouvement Outre-mer, avec cette dynamique de développement local et répondre à leurs problématiques. Alors je vais être très concrète. Quand on parle de tomates et qu'on a une surproduction de tomates en Guadeloupe, il serait temps de se poser la question comment accompagner et créer par exemple des sauces tomates, de l'agro-transformation. Donc ce sont des petits projets concrets et le Portugal a très bien réussi le développement économique de sa petite agriculture, développer les territoires ruraux. Très bien. Si on continue sur cette notion de développement territorial, comment une start-up comme la tienne, SMO, peut permettre cette notion de développement territorial? Alors un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, déjà à la base, SMO, c'est une activité industrielle. Donc on va installer des usines de taille variable, puisque c'est une industrie modulaire, donc on va pouvoir commencer à une petite taille et puis grandir. Et donc quand on va installer une usine, on va employer des gens.
Et puis l'usine, elle va avoir besoin d'être alimentée en matière première. Et il se trouve que notre matière première, ce sont des déchets ou des résidus agricoles et y compris pour la Guadeloupe, on peut l'imaginer pour la Caraïbe, la sargasse. Donc ça veut dire qu'il faut la collecter, l'acheminer. Donc il y a toute une filière aussi qui peut être structurée en amont de notre propre activité. Donc cette sargasse, nous, ou ces résidus agricoles, on va les transformer en énergie verte. C'est quoi énergie verte? Alors l'énergie verte, ça va être ce qui va remplacer l'électricité ou le carburant, enfin tout ce qui permet d'alimenter des moteurs en fait. Donc aujourd'hui, les énergies, elles sont diverses. La majorité de la production de Guadeloupe, pour l'instant, elle n'est pas encore verte. Il y a de l'éolien, du photovoltaïque, mais on a aussi une grosse production basée sur des énergies fossiles, du pétrole et également des centrales à charbon. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est de remplacer ces énergies polluantes, puisqu'elles émettent du CO2 qui contribue au réchauffement climatique et derrière à l'augmentation et l'aggravation des phénomènes climatiques, des sécheresses, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions pour éviter ça. Et les énergies vertes sont la solution. Donc nous, on a la capacité de développer des énergies à partir de l'hydrogène qui ne dégage que de la vapeur d'eau quand on le brûle, enfin en tout cas quand on l'utilise pour produire de l'énergie. Et on permet du coup d'éviter ces émissions de CO2. Donc d'une part, on a ce type de produit d'énergie et d'autre part, on a aussi d'autres produits puisqu'en Guadeloupe, on va surtout commencer par d'autres produits comme le biochar qui contribue à améliorer les rendements des sols agricoles, mais aussi un charbon actif qu'on développe avec l'Université des Antilles, l'INRAE et d'autres laboratoires qui va servir à décontaminer les sols de la chlordécone. Donc on est encore dans cette boucle locale de contribuer à la sécurité alimentaire en utilisant et en créant des filières en amont par le produit qu'on fait nous-mêmes et les emplois qui sont créés autour de notre activité et par tout ce qu'on peut imaginer aussi en aval puisque rien n'empêche d'autres créateurs, d'autres entreprises de transformer, de distribuer les produits qu'on crée. Si je reviens sur une question de calendrier, on est comment de façon... Alors nous, notre objectif, c'est de commencer la première usine cette année, donc le démarrage de la construction, et d'être opérationnel l'année prochaine, donc avec près d'une trentaine d'emplois créés d'ici l'année prochaine. Très bien. Donc on est bien sur une énergie, agriculture, agro-transformation. Quand on passe sur la santé, j'aime beaucoup cette thématique, santé, transition démographique, e-santé, mais surtout silver economy. Absolument. Sur la silver economy, on peut rappeler que la Guadeloupe, la Martinique sont des régions qui sont âgées déjà, et la population guadeloupéenne, la population martiniquaise de nos îles, donc va être une population encore plus âgée dans quelques années. Donc il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, la prise en charge des personnes âgées se fait par le conseil départemental dans le cadre d'une convention avec l'État pour subventionner ou alors pour payer les EHPAD, comme je le disais. Donc ces EHPAD sont des établissements où les personnes âgées sont prises en charge et restent très longtemps, jusqu'au décès, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut trouver d'autres solutions, puisqu'on n'aura pas des EHPAD comme ça à multiplier. Nous avons déjà un territoire qui a beaucoup d'EHPAD, et nous avons donc des solutions complémentaires, notamment les RPSA. Ce sont des résidences pour personnes âgées autonomes, et ces résidences permettent à la personne âgée d'être en contact avec les EHPAD, de bénéficier de services. Nous avons en particulier, cette innovation à Port-Louis, où tout près de l'EHPAD de Port-Louis, il y a une résidence où les personnes âgées sont accompagnées par les professionnels de l'EHPAD, et ainsi ils sont pris en charge, sont amenés dans des zones pour pouvoir faire des promenades, par exemple, ont des services, puisque ces personnes sont à la maison, on peut dire ça comme ça. Et c'est une des formes d'innovation que nous avons pu mettre en place pour que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible dans leur maison. Mais il y a d'autres possibilités d'innovation, en particulier la télémédecine,
qui est utilisé aussi bien pour la prise en charge des personnes âgées, comme nous l'avons dit, mais aussi pour les personnes qui sont dans nos établissements sanitaires, dans nos cliniques. Et le réseau que nous avons mis en place, c'est-à-dire la fibre qui permet de relier les différents établissements de Bouillante, de Goubert, de Port-Louis. Il y a combien d'établissements? Nous en avons 6. Ok. Et ces 6 établissements sont reliés par la fibre. Ainsi, le haut débit permet à nos médecins de pouvoir intervenir à distance, aussi bien en téléexpertise qu'en téléassistance, ce qui est une façon très importante de prendre en charge la personne âgée. Mais outre cette prise en charge de la personne âgée, il y a aussi tous les services supports. Et les services supports, la comptabilité, la gestion des ressources humaines peuvent se faire à distance dans des lieux dédiés pour cela. Donc il n'y a pas que la partie dans la prise en charge d'un malade, il n'y a pas que le médecin, il n'y a pas que l'aide-soignante, il y a aussi les informaticiens, il y a aussi la comptabilité. Voilà un peu les éléments. Tu parlais tout à l'heure de transition démographique et on parle de transition sociétale aussi. Est-ce que la personne dit âgée préfère aller à l'EHPAD ou rester chez elle? Alors, il y a, pour la prise en charge des personnes âgées en EHPAD, il y a une administration qui est assez difficile, assez lourde, parce qu'il faut le consentement de la personne, il faut le consentement des enfants. Aujourd'hui encore, les personnes âgées qui ont entre 70 et 80 ans ont souvent 4, 5, voire 6 enfants. Et il est parfois très difficile de convenir que tous les enfants soient OK pour que la personne âgée soit en établissement pour personnes âgées dépendantes. Donc ça, c'est aussi un frein. Et la personne elle-même n'aime pas trop aller, c'est vrai, en établissement. C'est pour cela que les services à domicile sont des éléments importants pour garder la personne le plus longtemps possible à domicile. On revient au niveau de l'Europe, Commission européenne, on a fait un tour de table. Quel est ton regard sur ça et comment au niveau européen tout ça est perçu? Mais c'est vrai que le secteur de la santé est un secteur très prometteur parce que sur un territoire comme le nôtre, nous avons effectivement, comme l'a relevé M. Luce, de vraies problématiques de vieillissement de la population. Et le système de santé doit se développer. Nous connaissons les carences de notre système. Et la Commission européenne, justement, dans cet accord de partenariat avec la France, relève que dans les régions ultrapériphériques, il faudra développer tous ces services de santé. Alors, j'ai fait des grandes réformes en France dans le système de santé de français. Avec beaucoup j'ai permis justement la libéralisation et la mise en concurrence dans les labos, les prises de participation dans le capital, des condamnations très fortes de la France. Je fais saisir le bâtiment de l'Ordre national des pharmaciens. Vous voyez, c'est des jurisprudences où la France est un peu en retard dans son système de santé, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Il est temps de développer des nouveaux systèmes. C'est un système qui est coûteux et le système de santé est plein d'avenir. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de services à développer, les services à la personne, les services à domicile sont excessivement accompagnés. Donc, on pourra échanger plus tard sur ça, mais effectivement, pour nos territoires avec une population si vieillissante, il est très important de prendre à bras-le-corps ces sujets. Parce que de point de vue juridique, quand on parle de consentement, c'est souvent difficile pour souvent des familles qui ont des enfants de différents lits, par exemple, et puis pour les problématiques de coût, parce que ça, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et comment tout cela est organisé dans des territoires où le droit successoral est totalement absent. Parce que je dirais que, par exemple, en France, vous avez une problématique de personnes à charge dans un EHPAD. La façon de pouvoir récupérer l'argent de la personne qui est à la maison est beaucoup plus facile. Je parle en langage très simple, mais très clairement, il y a ce volet administratif qui est un frein. Je ne sais pas si M. Luce est confronté à ce genre de choses. Voilà, mais ce sont des petits détails. Il faut pouvoir anticiper l'accompagnement des personnes âgées et vraiment prendre conscience qu'on peut avoir une très belle qualité de vie en dehors de chez soi ou bien chez soi en étant accompagné. Mais le sujet de la santé des personnes âgées, c'est un sujet vraiment très global sur la problématique patrimoniale, la problématique successorale, parce qu'il ne peut pas y avoir d'évolution. Ça, je fais la petite parenthèse. On a une véritable problématique successorale en Guadeloupe. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça fait partie du développement de territoire qu'il faudra prendre vraiment à bras-le-corps. Il y aura un appauvrissement de la population et la jeunesse ne pourra pas rester. Elle n'aura pas de foncier pour s'installer. Et c'est tout un territoire qui s'ankylose. La Corse a géré le problème avec Bercy et un jour, il faudra mettre les choses à plat sur le territoire. Très bien, merci. Sur ces belles paroles, on va faire la pause et on revient très très rapidement. Merci.
Mais nous revoici pour la deuxième partie de l'émission Territoires d'innovation. On va entendre la partie plus technique, hein, plus pratique et surtout plus opérationnelle. Petite question pour Harry. Hein. Au niveau de la Grande Caraïbe, je sais que tu es un grand voyageur de la Caraïbe. Quels sont les modèles qui t'ont marqué et qui, à ton sens, pourraient se déployer localement et auquel cas, quelles sont les belles expériences que tu as eues? Oui. Bon, il y a de nombreux modèles hein, qui se développent en agriculture, comme on peut parler d'innovation linéaire ou d'innovation multiforme. La démarche que nous avons choisie, nous, c'est de développer ce qu'on appelle les laboratoires vivants. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle les living labs. Ce sont des laboratoires, en fait, qui accueillent une multiplicité d'acteurs. Et donc, ce sont les principaux bénéficiaires qui sont placés au cœur du processus d'élaboration de l'innovation. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble. Donc, il y a des chercheurs, il y a des politiciens. Pour la Guadeloupe, par exemple, on développe ce qu'on appelle le living lab Nexus Agroécologie, alimentation, nutrition, santé. Donc ça fait un petit peu le lien avec ce qui était évoqué tout à l'heure, l'aliment étant notre premier médecin. Et c'est un peu ça. Donc autour de ce Living Lab, il y aura des agriculteurs, des agrotransformateurs, des consommateurs, mais aussi du personnel de santé, des médecins, des nutritionnistes, etc. Donc c'est un peu, bien sûr, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des techniciens, tout le reste. Et les agriculteurs, bien sûr, étant au cœur de ce dispositif. Donc c'est ce qui fait un petit peu la différence et c'est ce sur quoi nous misons. Alors c'est souvent plus lourd à mettre en œuvre, mais effectivement, les innovations, quand elles sont mises au point, elles sont beaucoup plus facilement appropriables et valorisables. Donc ça, c'est un point qui est pour nous très, très important en matière d'inflexion dans l'approche de l'innovation. Yasmine, quel serait pour toi, au niveau de tes recommandations vis-à-vis de l'innovation, comment, toi qui es en plein dans une start-up innovante, hein, qui est reconnue au national, à l'international, comment tu vois l'émergence de l'innovation et surtout vis-à-vis de cette croissance, comment les deux peuvent s'allier Alors, je pense que c'est pas évident déjà au niveau international quand on a une activité innovante de trouver sa place. Je veux dire, ce que nous vivons en tant que start-up est certainement ce que vivent de nombreuses start-up après tout. Donc je suis pas là pour dire voilà, c'est plus difficile, machin, etc. Mais par contre, les réflexions que notre parcours m'inspire, c'est qu'il y a des choses qui pourraient être faites, qui pourraient être vues et qui pourraient créer au moins un socle de solidarité et d'impulsion locale qu'on ne ressent pas nécessairement aujourd'hui. Voilà, moi je donne l'exemple de ce qu'on fait. Comme je dis, c'est innovant, ça n'existe nulle part ailleurs, on crée de la valeur, on est moins cher que les énergies fossiles. Sur le papier, ça ressemble à tout ce que tout le monde souhaite. Et pourtant, on ne ressent pas une communauté institutionnelle ou locale mobilisée pour dire il faut que ça existe par tous les moyens et que ça se déploie par tous les moyens. Et donc l'expérience qu'on a pu vivre, c'est que quand on est tout petit, avant qu'on ait vraiment conçu, on peut se faire accompagner, on peut se faire aider parce que financer des études, etc., bon, pourquoi pas ? Et puis quand on est au stade de faire quelque chose qui a une dimension qui est visible et puis voilà, Maryse évoquait tout à l'heure qu'on a d'abord été montré à la COP22 au Maroc, c'était en 2015, et qu'on peut se poser la question pourquoi on va faire notre première usine aujourd'hui, parce que on passait de la période, il y a l'idée, il y a le début, il y a le concept et de la phase il faut financer une activité industrielle, là, les financements locaux, en fait, ils ne sont pas à la hauteur, parce que si on devait financer notre activité, en gros, on prendrait tous les financements disponibles pour l'innovation en Guadeloupe, et il n'y en aurait pas assez. Donc, comment est-ce qu'un territoire accompagne un projet qui dépasse son cadre et ses limites ? Est-ce qu'on lui dit, débrouillez-vous, vous n'avez pas votre place ici? Est-ce que, voilà. Donc nous, la stratégie qu'on a trouvée par rapport à ça, c'est ce qu'on ne peut pas trouver localement, on va le chercher ailleurs. Et donc le ailleurs, ça a été de participer à des concours, à des compétitions où parfois on a gagné des financements directement. Et puis parfois on a gagné à être éclairé, à avoir des experts qui ont reconnu la valeur de notre projet, et puis parfois aussi être reconnu ailleurs que chez nous.
Donc par exemple en Croatie, où on va aussi développer le projet, le gouvernement a dit on ouvre un programme européen pour que vous ayez accès directement à des financements hydrogène et on vous intègre dans une hydrogène vallée sur la zone. Parce que... Il y a une volonté politique. Oui, et puis... Enfin, je veux dire, la sensibilité à l'hydrogène et à la transition n'est pas forcément la même dans certains pays européens, surtout s'ils n'ont pas les ressources des gens en interne ou les grandes sociétés qui sont capables d'y répondre localement. Donc pour eux, ça a une vraie valeur ajoutée qu'ils sont capables de voir et de saisir tout de suite. Ici, ça prendra plus de temps, certainement. On fera d'autres produits pour commencer et c'est le cas et on a la chance de pouvoir le faire. Mais voilà. Si juste avant, toi Pierre, comment tu as fait? Parce que là, on c'est voit vrai que qu'on est déjà quand sur... j'entends la souffrance de ma voisine, je me dis que j'ai beaucoup de chance. La souffrance, c'est un parcours. Oui, c'est vrai que dans le milieu de la santé, c'est un domaine qui est ancien, qui est bien déjà régulé, et les financements sont assez clairs. Les moyens que nous avons pour traiter les patients, aussi bien dans les établissements privés que les établissements publics, sont relativement importants, confortables pour pouvoir penser à l'innovation. Et c'est ainsi que nous pouvons mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, la fibre, mais il faut tout de même repenser un certain nombre d'éléments dans la formation, notamment la formation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est très important que les gens, les jeunes, adhèrent à ces nouvelles technologies, car après, lorsqu'ils sont devant un dossier médical partagé, il ne faut pas qu'ils aient un peu de repoussoir vis-à-vis de la mise en place du dossier. C'est ainsi que chez nous, comme je le disais, grâce à cette fibre, nous avons la possibilité pour un médecin qui se situe notamment à Gourbert ou à Port-Louis, de pouvoir consulter le dossier, et même quand il est chez lui, il y a une urgence, on l'appelle, il peut consulter son dossier à distance. Mais sur les projets d'innovation, oui. Quelle a été ta démarche de 1? Est-ce qu'on retrouve un parcours aussi, je ne vais pas dire difficile, mais un parcours qui forme comme oui. Yasmine? Ou est-ce que c'est de comparer les... Est-ce que la thématique sur laquelle tu es, Yasmine, il est trop neuve, entre parenthèses, et la nouveauté fait peut-être peur? C'est peut-être sur ça qu'il faut poser le... Nous, c'est la lenteur regard. aussi. Comme elle, je dirais que ça prend beaucoup de temps, notamment la mise en place du chariot de télémédecine. Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on pousse pour que ça se fasse. Et chaque fois qu'on arrive à un stade, la technologie a changé. Et donc, il faut repartir. C'est ça le problème. L'administration est un peu trop lente par rapport à la technologie qui va beaucoup plus vite. C'est ça notre difficulté pour la technologie médicale. Mais c'est vrai que si je dois comparer les deux sujets, celui de la santé et celui des énergies renouvelables, on est dans des schémas où on ne va pas changer le modèle quand on parle de la santé. La santé, comme le dit monsieur, c'est quelque chose qui est déjà très organisé. On ne va pas aller à l'encontre de gros opérateurs nationaux. Il faut se dire que quand on parle des énergies renouvelables, on va déplacer, je dis toujours, on fait la guerre dans le monde entier pour le pétrole. Il faut vous dire que là, au moment où on parle, les gens sont en train de se battre et de mourir pour avoir accès à cette énergie. Donc l'enjeu des énergies est tellement important. On est sur des sujets où on est prêt à tuer, où on est en milliards dans les enjeux. Et quand on va remplacer les producteurs d'énergie fossile par des producteurs d'énergie renouvelable, on est face à ce qui se passe d'ailleurs dans tous les États membres. C'est que les gros opérateurs classiques qui avaient la mainmise sur le secteur des énergies n'ont absolument pas envie d'être remplacés parce qu'ils ont l'habitude d'avoir cette manne financière. Et c'est la problématique de la France. La France, par exemple, est le pays qui a bloqué le plus le développement des énergies renouvelables. C'est le pays qui a investi le plus dans les énergies fossiles. Donc, il y a un moment, il ne faut pas se voiler la face. Notre territoire et notre territoire, qui est la Guadeloupe, subit une politique aussi française, qui est une politique d'importation d'énergie fossile, qui est encore accentuée dans nos départements, parce que les collectivités reçoivent des taxes et des revenus issus de l'importation de ces énergies fossiles. Donc du fuel lourd, pour parler très clairement, parce que 98% de notre production énergétique est liée... Alors on fait beaucoup de marketing autour des énergies renouvelables dans nos départements ou en France d'une manière générale, mais nous sommes une île dépendante d'une politique nationale, parce que les contrats d'achat de l'énergie, ils sont fixés au niveau national. Je ne vais pas rentrer dans ce détail technique, mais en tout cas, il y a un moment où c'est la société civile qui devra se réveiller. Et quand on parlait du pacte vert,
le pacte climatique a demandé justement aux citoyens de l'Union européenne, aux citoyens, donc à tous les citoyens, d'embrasser ce pacte vert et de se mobiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les politiques et la politique intéressent beaucoup moins les gens, et ça c'est vrai dans toute l'Union européenne. Et l'Union européenne a nommé des ambassadeurs. Donc moi, je suis ambassadrice du pacte climatique de l'Union européenne. Et cette nomination me permet de véhiculer cette dynamique de l'Union autour du fait qu'il faut développer les énergies renouvelables. Et c'est vrai que Yasmine, j'étais à la COP au Maroc en 2015 et aujourd'hui, il n'y a toujours pas une usine d'SMO. Et aujourd'hui, l'hydrogène vert est un grand sujet à Bruxelles. Moi, je travaille pour des producteurs d'hydrogène et nous avons des milliards dans le secteur de l'hydrogène. Sauf qu'ici, non, parce qu'on a un opérateur classique, on a intérêt à importer du fuel lourd, parce que ça génère des taxes, parce qu'on a beaucoup d'employés dans les collectivités et qu'on ne sait pas comment sortir de ce schéma-là. Et c'est pour ça que la société civile doit s'emparer de ces sujets, comme elle le fait en Europe. Voilà. Mais le domaine de la santé peut s'exporter aussi. Pour l'instant, nous sommes un peu timides dans ce domaine. Et il est vrai que... S'exporter, c'est quoi pour toi? S'exporter, c'est parce que, par exemple, nous sommes sous le même fuseau horaire que Miami. Nous avons ici, en Guadeloupe, des médecins de grande qualité. Et nous sommes donc à disposition, sans décalage horaire important dans la zone Amérique de l'Est. Nous avons la possibilité de soigner des gens à distance. Pourquoi la Guadeloupe ne serait pas un centre facilement disponible avec évidemment la fibre, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour pouvoir soigner des gens aussi bien aux États-Unis que dans la Caraïbe. Voilà. Alors nous sommes, comme je le disais, très timides encore. Tu vas faire une clinique Mais tu as déjà compris ça. à Miami, c'est ça? Une clinique virtuelle. Il faut qu'elle soit virtuelle parce que le coût de la santé aux États-Unis. Oui, il y a un marché. Moi, ce serait... Absolument. Donc nos médecins, à partir de on va dire de Goubert ou de Bouillante, pourraient soigner des gens très, très, très malades ou peu malades de Miami ou d'Orlando. Et parce que nous avons des médecins qui sont bilingues en Guadeloupe, des jeunes médecins qui sont très formés à l'international et qui pourraient être ici et on pourrait attirer évidemment des médecins dans non, mais ce qu'on est en train oui, tout à fait. Mais ce qu'on est en train de pointer là, c'est effectivement l'inertie des politiques publiques. Et c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui considérer. Dans les approches que l'on mène, c'est pour ça que je dis que dans les projets qui sont développés aujourd'hui, on peut créer les plus belles inventions du monde. Si on n'a pas des politiques publiques et des mesures qui suivent derrière, ça va rester en l'état. Et donc, dans notre projet communal, je parle de celui-là parce que c'est celui que je connais le mieux, il y a un work package, comme on dit, qui est dédié à l'analyse des politiques publiques. Identifier les verrous qui sont mis en œuvre et qui bloquent par l'avancée des transitions auxquelles on s'intéresse, et proposer vraiment des outils d'aide à la décision, aux politiques pour qu'ils puissent... Sur le projet que tu as, il y a un budget sur l'expertise et l'ingénierie pour savoir où est-ce que ça bloque et pour décoincer. Absolument. Et c'est très très important. Et l'idée, donc ce que soulevait tout à l'heure Marie Scopette... Quels ont été les points bloquants? Non, l'analyse commence tout juste. On est en train de voir justement, par exemple, lorsqu'on parle de transition alimentaire ou de transition agroécologique, qu'est-ce qui est mis en place dans les politiques publiques qui favorise justement ces transitions pour aller vers l'autonomie, pour aller vers plus d'agroécologie et tout le reste. Et on va s'apercevoir que de beaucoup de pays, on n'y est pas encore. Et comment on va conseiller les politiques efficacement pour qu'ils puissent effectivement proposer des mesures adaptées. Et ce que Marie Scopette soulignait tout à l'heure, c'est qu'il est important aussi de mettre en place ce qu'on appelle des gouvernances qui associent à la fois les décideurs politiques, mais aussi les représentants de la société civile. Là, je crois que c'est aussi une innovation dans la manière justement d'être force de proposition et d'aller de l'avant. Tout à l'heure, on parlait de financement. Est-ce qu'un acteur économique local peut solliciter directement des financements européens, aller directement à la Commission? Absolument. Moi, j'ai pris à bras-le-corps un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de l'éducation des enfants, parce que je vais vous donner une liste de projets que je pilote en ce moment. Donc, j'en ai sur l'éducation des enfants, l'éducation des adultes, la formation professionnelle, sur le numérique, sur l'autonomie énergétique, et puis sur la violence faite aux femmes. Ce sont des thématiques qui me tenaient à cœur, et j'ai directement sollicité l'accompagnement de la Commission européenne, qui m'a mis à disposition des pays partenaires, et on travaille sur une période de 3 ans avec ces pays. Et chaque fois que je sollicite la Commission sur un projet, que je réponds à un appel à projet, je l'ai toujours. Il faut savoir que nous, étant région ultra-périphérique, nous avons des points. Donc ça veut dire que la Commission
elle encourage ces dépôts de projets. Alors très concrètement, sur le domaine de l'éducation des enfants, moi je considère que les exclus du numérique sont les analphabètes de demain. Je suis effarée de constater que dans nos écoles primaires, les enfants ne savent pas coder, n'ont pas accès au numérique. Quand je travaille avec le Danemark ou la Suède, le premier jour de l'école, les enfants ont une tablette ou ils ont un ordinateur. On ne peut plus être dans un monde où on parle à des gamins en ayant une craie à la main. Parce que les enfants, comment voulez-vous que ça les intéresse de regarder quelqu'un avec une craie alors que leur univers est numérique, alors qu'ils sont sur des tablettes. Donc ce premier projet s'appelle Click Until You Get It. Et là, j'ai une équipe danoise qui est venue sur place. On s'est déjà déplacé, on a fait le tour des écoles. Et j'ai les Danois qui ouvraient les yeux comme ça en découvrant que dans nos écoles, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas de tableau numérique ou bien qu'il n'y avait pas de tablette ou de tablette ou d'ordinateur. Non, dans la plupart des écoles primaires, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet. Non, il n'y a pas Internet. Et même dans beaucoup de lycées, il n'y a pas Internet. Donc, Click Until You Get It, donc clique jusqu'à ce que tu arrives. C'est un projet d'accompagnement de 3 ans. On va former les enseignants. Donc, nous avons déjà rencontré plusieurs enseignants. Et j'aimerais bien pouvoir le développer sur toute la Guadeloupe. Parce que la commission, quand elle accompagne un projet, elle est d'accord pour qu'on le duplique. Effectivement, il faut un impact sur les politiques publiques. Parce que la commission, elle dit... Voilà, je vous mets à disposition le meilleur. Vous le faites dans une ou 2 écoles, mais faites-le pour tout le territoire. Au moment où je vous parle, j'ai des enfants qui reviennent de Capesterre de Marie-Galante, qui étaient sur un projet numérique et qui étaient à Bruxelles, donc en partenariat avec une école que j'avais sollicitée pour pouvoir monter ce projet. J'ai envoyé aussi des enfants de l'école de Grandbourg. On était lauréat de l'Union européenne sur l'apprentissage de l'entrepreneuriat autour du numérique. Donc je reviens. École primaire, programme directement subventionné par la Commission européenne. C'est le programme que je pilote. Donc c'est la Commission qui me paye et je paye les autres partenaires. Donc je peux évaluer le travail, des work packages, et je suis la coordinatrice du projet. J'ai le projet Acorn dans le cadre de l'agriculture sur l'autonomie alimentaire, parce que quand j'avais candidaté à un programme d'autonomie alimentaire sur la région Guadeloupe, ils avaient refusé le projet. La Commission européenne a dit, écoutez, on prend le projet et on vous accompagne. Projet avec le Portugal dont je vous parlais tout à l'heure. L'autre projet, la violence faite aux femmes. Donc un programme UPSIM pour pouvoir intégrer les femmes immigrées qui arrivent sur le territoire. Parce qu'il y a un sujet qui est quand même tabou, c'est une immigration forte que nous avons dans nos territoires et une incapacité à intégrer ces populations. Or, si vous ne vous occupez pas de ces femmes, vous avez des enfants sur le territoire qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas formés. Donc il faut prendre les sujets à bras-le-corps. La problématique de la femme isolée, immigrée, et puis la problématique de l'enfant, la problématique des agriculteurs dont je parlais, et puis voilà, j'ai encore d'autres sujets, mais je ne vais pas... Mais très clairement, il est très facile très facile, il faut avoir cette ingénierie. Il faut mobiliser les financements au niveau de la Commission européenne. Oui, et puis c'est surtout de l'innovation, parce que quand on est seul sur son territoire, quand on est face à un territoire comme la Guadeloupe, où même l'État membre à l'origine dysfonctionne, parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir dire les choses quand on parle de politique publique. Quand on est à Bruxelles, vous croyez que la France est le modèle d'excellence et de réussite dans tout? Nous avons un taux de chômage qui est excessivement élevé. Le taux de chômage que vous avez en France et le taux de chômage que vous avez dans notre jeunesse, il est dramatique. C'est un sujet dont on doit se préoccuper. On ne va pas parler aujourd'hui d'innovation si on n'a pas de jeunes qui ne savent pas accéder au numérique, qui ne savent pas utiliser du tout le numérique. Vous parlez de la télémédecine. Le dossier médical partagé, c'est un dossier sur lequel je travaille avec la France depuis 15 ans. C'est un sujet où les grands laboratoires, les grands financiers, parce que le secteur de la santé est un secteur très riche, avec des jeux de pouvoir qui font que, voilà, le dossier médical partagé, c'est la lenteur administrative française, c'est un dysfonctionnement du système administratif. Voilà, mais je suis très heureuse de voir que vous avez l'ambition de faire des projets sur d'autres territoires. Absolument. Et je vous invite à solliciter la DG Sanco, donc la Direction Générale de la Santé, qui peut vous accompagner dans cette stratégie d'innovation. Pourquoi pas avoir un hub santé au sein de la Caraïbe? L'imagerie médicale est un sujet très important parce qu'on a de moins en moins de radiologues. Pouvoir interpréter des radios à distance aussi, c'est un sujet. Et puis, oui, mais à développer chez nous parce que effectivement le prix de la consultation est bien moins élevé chez nous qu'ailleurs, comme vous le disiez aux États-Unis. C'est clair. Et Yasmine, sur la partie SMO sur la process, tu m'as bien dit que sur ça, tu as un calendrier qui est sur l'an prochain, c'est ça? Après, si tu peux nous expliquer un petit peu comment est venu quels sont les dispositifs au départ qui t'ont permis de faire émerger ce projet?
Alors, comme je l'ai dit, il y a eu des possibilités de financer un peu de fonds publics au démarrage, dans les premières phases, où la BPI et la région avaient accompagné au début. Et puis, on a eu cette phase un peu de ce qu'on appelle la traversée du désert pour les startups. Encore une fois, voilà, on n'est pas les seuls. C'est aussi une phase qui fait partie de l'aventure, et la façon dont on a pu dépasser cette phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en allant aussi avoir des retours extérieurs sur la crédibilité de ce qu'on fait. Quand vous avez une start-up guadeloupéenne qui se fait inviter par le New York Times comme un innovateur du climat à la COP26, au bout d'un moment, ça finit par attirer l'attention et par se dire il doit y avoir une raison pour laquelle ça a un intérêt. Donc, on a pu avoir une forme de cautionnement extérieur qui nous a permis de représenter le projet localement et de trouver des partenaires qui ont maintenant accepté de jouer le jeu avec nous. Et donc, on a eu la chance d'avoir une banque commerciale qui parie sur nous, avec le Crédit Agricole pour ne pas la nommer, et du coup d'avoir aussi trouvé des partenaires, et la BPI qui maintenant effectivement, et a aussi va accompagner le projet maintenant qu'on est aussi vu de l'extérieur et que, voilà. Donc, il y a vraiment ce côté. Moi, je me rappellerai toujours une session à laquelle j'ai assisté, donc dans le coaching des startups, où on évoquait les difficultés qu'on peut avoir. Et la personne qui était là et qui était un investisseur nous a dit: votre métier, c'est de faire fonctionner le modèle. Il y a des contraintes, on ne va pas vous aider, mais vous êtes là pour trouver le moyen de trouver comment vous allez le faire fonctionner. Donc c'est un peu ça qui nous anime, c'est-à-dire que là, ça ne passe pas, on va voir ailleurs, peut-être que ça va réouvrir une porte ici. Le tout, c'est de ne pas lâcher. C'est pour ça que depuis 2015, ça c'était le prototype présenté, mais la conceptualisation du projet date de 2009. Vous avez une équipe qui est là et qui ne lâche pas. Et puis on va y arriver et on va le faire. Et il y a tellement de choses à faire à partir de cette technologie et qui est tellement peu chère par rapport à d'autres et qui permet tellement de créer de la valeur localement qu'à un moment donné, voilà, ça va arriver et on ne va pas lâcher. Voilà, c'est ce qui est important, ne pas lâcher. Alors Kenny, je voulais ajouter quelque chose. Souvent, quand on parle d'innovation, on parle aussi de technologie. On parle rarement de culture. Et nous avons, une idée de mettre en place dans nos établissements une série d'événements culturels et de faire en sorte que cette culture soit diffusée dans la Caraïbe. Je vois que monsieur est très, très proche de la Caraïbe. Nous avons, avec l'Université de Leiden, mis en place notamment une structure qui s'appelle Liens caribéens, qui permet aux gens de se rencontrer autour du thème de l'archéologie des Caraïbes et donc des Amérindiens. Cela permet en particulier aux gens d'être plus facilement en contact. Et les affaires, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, les affaires peuvent se faire plus facilement. Donc à travers la culture, on peut aussi rencontrer les gens. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer la semaine dernière aux États-Unis des personnes d'Haïti. On a parlé culture et tout de suite on a eu les grands yeux ensemble pour pouvoir faire des affaires. Et j'y retourne la semaine prochaine parce que là encore, c'est cette culture qui nous permet de nous accrocher, de nous connaître. La culture, c'est aussi la musique, c'est pas seulement l'archéologie, mais c'est aussi la musique. Et voilà aussi un élément sur lequel il faut insister. La rencontre des gens par d'autres moyens que l'innovation technologique. Alors, est-ce que ça a été abordé dans la S3 ? C'est l'économie orange que vous abordez avec le thème de la culture, à côté de l'économie verte, l'économie bleue. C'est vraiment quelque chose aussi qui a... Ouais, inclusive, c'est plus que je pense que c'est sur ça. La croissance inclusive. Ouais, c'est ça. Croissance inclusive. On arrive à la fin de nos débats. Ça passe vite, une heure. Ça passe très très vite. On a fait un tour de table en introduction. On fait un tour de table en conclusion. Je commence à ma gauche. Quelle serait ta conclusion sur cette question qui nous a
intéressé ce soir, innovation moteur de croissance, les modèles et les financements. C'est aussi la possibilité de rencontrer des personnes de différents secteurs que mon secteur. Et on voit que à travers la technologie, l'innovation qui développe Madame, c'est quand même très très important de voir que l'industrie aussi s'intéresse en Guadeloupe. On peut aussi faire de l'industrie, Guadeloupe, hein, ça c'est important. Le lien caribéen que je retrouve entre l'agriculture et la culture et la santé dans la Caraïbe. Et surtout, je crois que pour nous, il sera important de voir comment débloquer les situations difficiles par le droit et la possibilité pour nous de travailler avec la zone de la Caraïbe beaucoup plus facilement, sans contrainte, et pouvoir soigner nos amis caribéens, nos amis américains ou d'Amérique du Sud par une plateforme santé qui serait en Guadeloupe. Le projet est ficelé. Yasmine, à toi. Alors, pour prendre un premier fil ici, je pense que la notion de rencontre est effectivement importante parce que quand on est isolé, c'est toujours plus difficile de percer. Et j'ai envie de dire que je mets beaucoup d'espoir dans un certain nombre de dynamiques qu'on commence à voir sur le territoire, de structuration, l'écosystème. Alors je vais parler plus du secteur dont je suis proche, mais l'écosystème de la tech, les banques qui s'intéressent à comment financer différemment, comment appeler le secteur privé, parce qu'on est aujourd'hui pas dans une situation où on va se dire qu'il faut attendre la caution des financements publics pour se développer. Il faut trouver nos propres ressources pour y arriver. Donc le fait que localement on s'interroge sur comment faire cette transition aussi, sur le financement de notre propre développement, je trouve ça très prometteur. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette idée que l'important, c'est qu'on continue à trouver les solutions pour nous, ne pas s'arrêter sur un blocage. C'est comment on dépasse les blocages, comment on va chercher nos propres solutions, qu'elles soient ici ou ailleurs, mais voilà quoi. Et je pense qu'on a eu bien des exemples ce soir de façon d'y accéder. Harry. Je vais prolonger ce qui a été dit là. On est un petit laboratoire derrière les différentes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et donc, moi, je me dis que quelque part, effectivement, l'innovation doit s'inscrire aujourd'hui dans ce qu'on appelle les écosystèmes d'innovation. Et c'est ce que veut faire un petit peu l'économie symbiotique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux d'Isabelle Delannoy, qui a écrit ce livre sur l'économie symbiotique. Donc, qui met justement en résonance différents secteurs, la santé, le tourisme, l'industrie, l'énergie, l'agriculture. Et c'est vraiment vers ce qu'on doit tendre aujourd'hui. Et la Guadeloupe a tout pour réussir cette transition. Et on s'y accroche. Tu disais tout à l'heure, il ne faut pas lâcher. C'est rester dans cet état d'extrême vigilance et ne pas lâcher et tenir bon. Voilà, c'est ça. Merci à toi. Mon sentiment. On finit avec toi. Pour rebondir sur ce que dit Harry, ne pas lâcher. Je pense que ce serait vraiment là le mot de la fin. Il faut prendre conscience qu'il ne faut pas attendre ni les politiques, ni au niveau du national que les choses se passent et que la société civile, partout dans le monde, se dit qu'elle doit prendre les choses à bras-le-corps, développer ses projets. Sinon, vous avez des freins. Attendre 13 ans pour qu'un projet puisse voir le jour, c'est quand même très très long. Et il n'est pas encore là. Donc, vous imaginez à quel point vous pouvez avoir des barrières. En ce qui concerne l'aspect financier, la Banque européenne d'investissement met des milliards à disposition des banques. Elles ne prennent aucun risque, mais ici, on finance la consommation. Donc, vous allez acheter une grosse voiture, on va vous prêter de l'argent. Vous voulez créer une entreprise, vous n'aurez pas d'argent. Parce que nous sommes un territoire de consommation. Et c'est pour ça que j'appelle cette société civile, je vous appelle à nous tous à réfléchir à cela, à se dire mais qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire. Mais voilà, nous voulons pouvoir apporter le meilleur aux générations futures, que cette jeunesse ne parte plus, que notre vieillesse, on puisse s'occuper d'elle. Et c'est embrasser ce pacte vert de l'Union européenne. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle émission sur cette thématique qui était très très intéressante. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Audio Jungle.